toutes et à tous et heureux de vous retrouver ce mardi 9 novembre 2021 ici à Sontexpo sur le plateau TV de Direct FHP Direct. Et nous recevons, j'ai beaucoup de plaisir de recevoir Laure Millet et Ama Kwevi. On va parler de questions de passion. On va se demander ensemble si les parcours de soins, ce sont des parcours du combattant. À vrai dire, on a repris un titre d'une de vos études, Laure Millet. Vous êtes la directrice santé de l'Institut Montaigne. Responsable santé, exactement. On a publié ce rapport donc en septembre dernier pour interpeller les pouvoirs publics sur le fait que le parcours des patients demeurait un parcours du combattant, qui avait des vraies difficultés à s'orienter dans le système de santé et donc il y avait beaucoup à faire et que le numérique était un levier évidemment pour faciliter et fluidifier les parcours de soins. Oui, on en parle, mais en réalité, ça n'est pas toujours très concret. Exactement. Difficile. Et comment vous avez travaillé ? Alors, ce qu'on a voulu faire, c'est poser un certain nombre de constats au début de la note, notamment autour du fait que les patients étaient de plus en plus informés, qu'il y avait l'avènement vraiment du patient expert, et donc que les patients étaient désireux que leur avis soit pris en compte dans les décisions médicales qui les concernent. Et ça fait suite aussi à un autre rapport qu'on avait publié en avril 2019 autour du développement d'indicateurs de qualité des soins renseignés par les patients. Et c'est aussi une voie très intéressante pour améliorer la prise en charge des patients et surtout de prendre en compte leurs voix et leurs attentes dans un parcours de soins donné. Oui, vous nous donnerez quelques exemples. Alors, Bien on a sûr. parlé d'expertise des patients et Ama Kwevi, vous êtes un spécialiste, vous êtes devenu un spécialiste de cette expérience patient. Maintenant, on connaît, on voit ce concept qui n'est pas né en France, mais que vous avez introduit, notamment l'un de vous. En tout cas, vous êtes un de ceux qui a introduit ce concept. Dites-nous en deux mots. Bonjour, merci. En effet, donc moi je dirige l'Institut français de l'expérience patient. L'expérience patient, finalement, on en parle de plus en plus et si on veut l'exposer en quelques mots, il s'agit tout simplement de dire que c'est ce que vivent les patients tout au long de leur parcours de santé, à la fois leurs interactions avec les équipes soignantes, mais aussi ce qui se passe pour eux de retour à la maison. Donc l'expérience du patient, c'est son vécu. Alors, Laure Millet, quand on parcourt l'étude que vous avez faite, on voit bien qu'au centre d'un parcours du patient qui serait satisfaisant, il y a la coordination entre les acteurs. Exactement. Et notamment les professionnels de santé. Alors, peut-être Ama Kwevi a raison de dire également les patients, mais enfin, quand même, d'abord, au départ, les professionnels de santé. Alors, qui sont-ils? Sont-ils prêts à le faire? Et à quelles conditions et comment? Alors nous, ce qu'on pose aussi comme constat dans la note, c'est le fonctionnement en silo du système de santé où finalement il n'y a pas suffisamment de coordination entre les différents professionnels de santé. L'exemple le plus éloquent, je pense, de la note, c'est le fait que pour la prise en charge d'un syndrome parkinsonien, un patient peut voir jusqu'à 30 professionnels de santé. Donc ça veut dire autant de rendez-vous, de préparation de rendez-vous. Donc c'est extrêmement lourd à la fois pour les patients et leurs aidants. Donc nous, ce qu'on a proposé comme recommandation dans le champ de cette note, c'est améliorer la formation des professionnels de santé, notamment au numérique, pour les aider à être plus à l'aise avec l'utilisation de ces outils qui vont donner beaucoup plus de coordination, de partage d'informations, et donc ça va bien permettre de fluidifier les parcours de soins. Et puis ensuite, il y a aussi l'enjeu de développer des nouveaux métiers qui vont aussi participer à la coordination entre les professionnels de santé et la délégation de compétences qui peut aussi être une piste intéressante pour améliorer cela. Dans le fond, une coordination difficile, c'est peut-être assez logique du fait que le système est de plus en plus difficile à comprendre, complexe. C'est dans le fond le fruit de son évolution. Vous avez réfléchi à ça ? Oui, et il y a aussi la surspécialisation en fait de certains professionnels de santé, donc qui vont être vraiment spécialisés sur une toute petite partie de la prise en charge, une toute petite partie du parcours de soins. Donc ça vient aussi ajouter de la complexité. Ça ajoute de l'expertise, mais ça ajoute de la complexité si derrière il n'y a pas de coordination avec les autres professionnels de santé qui interviennent dans le parcours de soins. Alors soyons clairs, l'étude que vous faites, elle est très fouillée, très intéressante. Pour autant, on se dit que chaque fois vous en rajoutez une couche de technologie. Et en disant que c'est le Graal, d'ailleurs vous l'écrivez plus ou moins, mais en fait que dans une certaine mesure, tout le monde n'a pas accès à ces nouvelles technologies. C'est peut-être une façon un peu de se défausser, je ne dis pas vous nécessairement, mais le système de santé, qu'en réalité les choses sont beaucoup plus complexes. Ama Kwevi, est-ce que franchement les patients
espère vraiment que tout ça réglera par la technologie, à votre avis, ou tout simplement tout simplement et plus simplement peut-être par repenser les relations entre les hommes et les femmes de la santé? Alors évidemment, la technologie peut aider. Et on est clairement dans une logique aujourd'hui de développement de celle-ci. Et on voit que aussi bien à l'hôpital qu'en ville, les dispositifs numériques vont concourir à la fluidité des parcours. Cela étant, quand on parle d'expérience patient, ce qu'on met au cœur, c'est clairement la relation. Et aujourd'hui, je crois que médecins, infirmières, aides-soignantes doivent développer dans leurs soft skills, comme on dit maintenant, des capacités d'empathie, d'écoute et d'interaction avec les patients qui leur permettent évidemment de mieux vivre leur pathologie, quelle qu'elle soit. On est dans un monde aujourd'hui, il y a une multiplication de malades chroniques qui vivent donc à la fois dans des interactions avec des professionnels de santé, mais aussi leur vie quotidienne, à la maison, au travail. Et clairement, l'enjeu de relation avec les acteurs de santé est un enjeu majeur. Et comme le disait Laure à l'instant, je crois que la coordination devient l'enjeu principal. Donnez-nous quelques pistes au-delà, on y reviendra hein, si vous le voulez, je ne le néglige pas, mais au-delà du numérique, donnez-nous quelques pistes sur lesquelles vous avez réfléchi. Alors, on parle beaucoup dans cette étude d'empowerment, ça c'est un terme maintenant que nous connaissons ici, mais en réalité, comment on fait pour que les patients, que l'on dit au centre, comme ça, mais en tout cas, peut-être connaissent mieux eux-mêmes leur propre pathologie et ce qu'ils veulent, l'affirment, sans d'ailleurs décevoir non plus les professionnels de santé. Parce que c'est parfois assez décourageant pour eux, tous ces patients qui savent mieux qu'eux leur maladie. Alors moi, je n'utilise pas le terme d'expertise quand il s'agit des patients, parce que d'une part, ça crispe, vous avez raison, les professionnels de santé, et puis par ailleurs, parce que les savoirs expérientiels qu'ils développent à l'occasion de leur maladie sont quelque chose qui est aujourd'hui admis. Quelqu'un qui vit depuis de longues années avec une insuffisance rénale chronique a, au cours de son parcours, mieux compris la façon dont sa maladie se développait, mieux compris les thérapeutiques, et donc il devient un interlocuteur tout à fait valable pour les professionnels de santé. Et ce qu'il me semble important de souligner aujourd'hui, c'est que, au fond, l'enjeu, c'est une transformation culturelle. Une transformation culturelle dans laquelle soignants et patients collaborent pour améliorer les parcours de patients. Et ça peut se faire évidemment avec quelques patients qui ont investi de l'énergie et du temps pour se former et mieux comprendre le système de santé, mais ça peut se faire avec les patients de tous les jours, simplement en collectant, en analysant et en travaillant sur l'expérience qu'ils ont vécue. Et ça, c'est quelque chose que les professionnels de santé sont de plus en plus prêts à faire. Et c'est clairement la vocation de l'Institut français de l'expérience patient de les accompagner sur cette voie. Comment on fait, Laure Millet ou Amakwevi, comment on fait quand les professionnels de santé, médecins, infirmiers et tous les autres sont peu nombreux, harassés, disent-ils, de travail, enfin, en tout cas, peu de temps à consacrer à l'acte soignant? Alors, à l'Institut Montaigne, et je reviens justement à ce que j'évoquais au début, on avait publié un rapport sur le développement d'indicateurs de qualité des soins. Et on pense que c'est une piste vraiment intéressante pour impliquer directement les patients dans l'évaluation d'une prise en charge donnée. Et que ce n'est pas forcément une usine à gaz comme certains professionnels de santé peuvent le dire. Au contraire, c'est une aide. Ça va leur permettre d'améliorer leur pratique, de se comparer et donc d'améliorer la prise en charge des patients. Peut-être, oui. Oui, je crois qu'on sous-estime souvent le fait que les professionnels de santé investissent déjà beaucoup d'énergie pour améliorer la qualité des prises en charge. Il y a des procédures de certification qui mobilisent les professionnels de santé tout au long de l'année. Moi, je crois qu'il y a aussi un enjeu peut-être de ne pas limiter les réflexions autour de l'amélioration de la qualité des prises en charge à un regard professionnel. C'est dans la complémentarité des regards que vont se trouver beaucoup de solutions sans nécessairement y consacrer plus de temps.
Et c'est clairement le message qu'on essaye de faire passer aujourd'hui. Alors, Laure Millet, et ce n'est pas une critique, mais vous n'évoquez pas ce qui fâche, à mon sens. Alors peut-être allez-vous le faire après, mais vous parlez relativement peu de questions financières. Vous évoquez un peu à la fin de votre rapport les forfaits, notamment, donc en réalité des financements différents. Est-ce que ça viendra? Parce que c'est peut-être là aussi la difficulté, faire en sorte que personne ne s'y retrouve. Et puis, vous évoquez évidemment pas ce que l'on appelle aujourd'hui transfert de compétences, enfin, etc., qui sont un des sujets de polémique actuelle dans le secteur de la santé. Vous y avez pourtant réfléchi. J'imagine que vous avez tourné autour. C'est quand même une des pistes de réflexion, la délégation de tâches et de compétences et le développement de nouveaux métiers. De même, effectivement, vous l'avez précisé, la tarification au parcours, c'est une des pistes importantes et on espère d'ailleurs que, comme c'était une des grands chantiers de Ma Santé 2022, cela sera lancé quand même à un moment ou à un autre pour vraiment insuffler de la coordination, et c'est évidemment en passant par des nouveaux modèles de tarification à travers notamment les expérimentations de l'article 51 qu'on réussira à faire beaucoup plus de coordination et à vraiment mettre le patient au cœur de tous ces enjeux de parcours. Vous avez le sentiment que ça bouge avec ces articles 51? Le principe, tout le monde était très enthousiaste et finalement, quand on interroge les professionnels, ils disent « Oh là là, c'est compliqué, c'est assez techno ». Les avis sont contrastés, je dois dire. J'entends des professionnels de santé qui sont très encourageants sur ce dispositif-là, qui disent que ça permet d'innover, que ça a permis de mobiliser des équipes qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble autour de travaux communs. Je sais que dans le champ de la santé mentale, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont en train de se développer. Donc je crois qu'il va y avoir dans peu de temps d'ailleurs un état des lieux de l'article 51, des différentes expérimentations qui ont été menées. Donc on regardera ça avec attention à ce moment-là. Vous avez, vous, l'impression qu'on passe d'expérimentation à expérimentation et qu'en réalité, on a, l'un et l'autre d'ailleurs, peut-être le sentiment que tout cela est bien compliqué à généraliser, toutes ces expérimentations, expériences, etc., demeurant sans doute intéressantes. Mais... C'est vrai qu'aujourd'hui, tout cela paraît un peu loin de la réalité vécue par les patients. Cela étant, je crois qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience qui débouche effectivement sur des expérimentations, des tentatives, mais c'est sans doute comme ça qu'on apprend. Simplement, ça va passer vite et on a envie que les choses soient perceptibles sur le terrain, soient perceptibles pour les patients et le soient le plus rapidement possible. Donc, on nous dit ici que dans le fond, il faudrait une réforme systémique, une révolution du système de santé. Vous avez réfléchi à ces questions chez Montaigne? Est-ce que c'est réalisable? En tout cas, l'un des constats que l'on pose, c'est le fait qu'on est toujours dans un système qui est très hospitalo-centré, alors qu'il faudrait réfléchir à des modèles de coordination entre ville et hôpital, ville et médico-social et hôpital. Et ça nécessite effectivement une réforme de plus grande ampleur que ce qu'on a vu ces dernières années. L'expérience patient à Makwevi, c'est vraiment destiné à la maladie chronique, par exemple avec le Covid, là, dans les maladies d'infectiologie, enfin en tout cas de grande violence. Est-ce que là ça a un intérêt? C'est vrai que dans les maladies chroniques, on perçoit de manière évidente l'intérêt qu'il y a à considérer tout au long du parcours de la personne le vécu, parce qu'il est complexe, parce qu'il est fait de multiples interactions, de multiples lieux. Mais on ne peut pas écarter l'intérêt que présentent aussi des retours d'expérience sur de la maladie aiguë, mais aussi sur un suivi de personnes âgées ou de personnes handicapées dans les structures médico-sociales. Donc non, l'expérience patient, c'est l'expérience de l'usager, c'est l'expérience du citoyen confronté à une difficulté, à une vulnérabilité ou à un problème de santé. Et aujourd'hui, ce qui constitue, à mon avis, l'enjeu principal, c'est de trouver les méthodes qui permettent de partir de cette perspective, de partir de la perspective de l'usager et d'en faire quelque chose qui devient un axe d'amélioration pour les architectes du système, pour les médecins, les soignants, les équipes administratives. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. À bientôt, bon salon. Merci à vous.